Bienvenue à tous dans ce nouveau Sunrise. Aujourd'hui, mon équipe de choc, Corentin et Thierry seront avec moi pour parler de cette grosse semaine. Comment ça va les gars? Tout est impeccable. Je m'attendais à te voir un petit peu plus bronzé depuis ton retour de Phoenix, mais c'est plutôt à toi qu'il faudra poser la question après. Comment toi ça va? Mais d'abord, place à Thierry. Ouais, bah écoute, très très content de vous retrouver. Et oui, effectivement, impatient, Mathieu, de connaître un peu les anecdotes de ton périple. Ouais, bon, on parlera, je pense, au fur et à mesure selon les matchs. Bon, j'ai mis mon petit t-shirt, les gars, hein. Dylan the Villain, voilà, spécial Star Wars. Bon, celui-là, il est collector, hein. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Bon, bah, juste pour faire un petit résumé, oui, bah, merci déjà pour tous les messages, bah, vous, la team évidemment, mais tous les fans qui m'ont envoyé un petit message durant ce petit trajet du côté de Phoenix. Je vous remercie parce que voilà, vous êtes au top. Et puis sinon, oui, j'ai pas pris assez de couleurs. Faut peut-être retourner juillet-août, mais j'ai peur de cramer vu qu'il fait 45-50. Donc je me suis dit, là-bas, 20 degrés, c'est pas trop mal. Faut s'habituer, sinon, bah, j'ai juste envie de vous dire, allez-y les gars, allez-y, allez à Phoenix, c'est magique. La salle, c'est exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour parler voilà, de ça, tellement c'est l'ambiance à l'américaine, c'est fou. Les gens sont très très cool de manière générale. Il y a des choses qui vont pas, mais comme dans tous les pays, ça c'est à vous de le voir par vous-même. Mais sinon, c'est exceptionnel. J'ai pas réussi à prendre un petit autographe. J'ai pas réussi à approcher les joueurs. J'ai vu au moins Gorilla, c'est déjà pas mal. Mais sinon, non, c'est magique. J'essaierai de partager quelques photos au fur et à mesure du voyage. Mais sinon, bah voilà, exceptionnel et merci encore pour tous vos messages. Et puis on va être focus parce que il y a 5 matchs à analyser. Donc là, c'est vu qu'on a un petit jour de retard, c'est enfin même 2 jours. Il y a du taf, donc on va y aller direct. Vous connaissez hein, les sections, les gars, les cactus, donc on va analyser toute cette semaine. Ensuite, les top flops, il y a pas mal de choses à dire. Et on va finir par les predictions. Donc là, il y aura 3 matchs à visualiser pour la semaine prochaine. Donc ça va être très sympa. Donc je pense qu'on est plutôt prêt. Ça va, les gars? On peut y aller? Impeccable. C'est parti, c'est parti. Alors on y go direct, les cactus. 5 matchs cette semaine, là il y a du taf. Bon. Donc je vous dis les résultats et après on va analyser tout ça au fur et à mesure. Donc premier match, on a réceptionné donc les Miami pour une défaite 111-102. On a ensuite enchaîné avec la réception de Brooklyn pour une victoire 106-102. On a ensuite enchaîné par la réception du leader de l'Est, Détroit, par une très très belle victoire 114-96. Bim, en back-to-back, une énorme victoire contre Cleveland 126-113. Et malheureusement, hier soir, une défaite du côté de n'importe quoi chez nous contre les Clippers 117-93. Donc on va analyser le premier match tout de suite, Miami. Je vous dirai mon point de vue après, vu que j'étais sur place. Toi, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette défaite contre Miami? On rappelle, c'était le premier match sans Booker et Jalen Green depuis la blessure de Booker. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Corentin, de cette défaite? Bah voilà, tu viens un petit peu de tout résumer, c'est-à-dire que on joue sans nos deux meilleurs joueurs, même si on peut dire qu'on n'a jamais vraiment joué avec Jalen Green, mais tu joues sans Booker. À ce moment-là, on ne sait pas encore exactement la teneur de la blessure, la durée. Je pense que tu as beaucoup tâtonné, savoir qui allait prendre les shoots, les responsabilités, tu n'étais pas forcément dedans. Bon, c'est un match que tu perds, c'est pas dramatique. Je trouve une équipe du Heat qui était plutôt performante. T'avais pas tes repères, voilà, un match, il fallait se roder. Une défaite qui me choque pas plus que ça. On est quand même resté à peu près dans le match, on n'a jamais été largué. Mais voilà, tu perds parce que t'as pas tes automatismes, il faut un petit peu tout réorganiser. Donc ce match, c'est un petit peu, on va dire, un entraînement pour la suite, quoi. Donc pas choqué de la défaite. Ouais, t'as un peu le même point de vue, toi, Thierry? Oh, une purge absolue. 41% dans le shoot à Miami, 37 à Phoenix. Waouh, c'était pas beau, effectivement. Puis le fait justement d'être encore un peu sous le coup de ces blessures. On rappelle, on a lancé 2 mois. C'était 6 à 8 semaines pour les deux. Là, on se dit ça va être compliqué. Enfin, c'est l'équipe de Miami que j'ai pas trouvé bonne. Et nous, je nous ai trouvé horrible. Et on a vu un peu les limites, effectivement, du jeu quand on meurt. On vit et on meurt par le shoot extérieur. Donc, un match qui m'a fait dire, la semaine va être longue. Je vais pas vous mentir que après ce match-là, j'ai commencé moi aussi à flipper de ma semaine. Je me suis dit, ok, ça pue, je vais voir 0 victoire. Ce match est catastrophique. Je suis plutôt d'accord avec toi, Thierry. Surtout qu'en plus, il est cata, alors que Miami, c'est cata aussi. Hein. C'est pas du tout extraordinaire de ce qu'on a vu de l'autre côté. Mais on shootait tellement mal. C'est vrai que
on a vu que, je suis d'accord avec Corentin, il y avait les ajustements n'étaient pas du tout en place. On savait que ça allait être compliqué, mais là, c'est vrai que je me suis dit, pop, 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 là, on ne s'est pas du tout ajusté. On a forcé tout le match. Et en fait, dès que ça rentre pas, voilà, c'est pas possible. Et puis Miami a été juste un peu plus propre. Ils ont eu 2 leaders qui ont fait le taf. Moi, j'ai trouvé Norman Powell très propre quand il fallait. Et ça nous a tués malheureusement. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, c'était que le début de la semaine, car ensuite, on va enchaîner avec alors, je vais pas dire une belle victoire, les gars, mais une victoire quand même contre Brooklyn, 106-102. Ça a été à l'arraché. Je vais être honnête, moi, quand j'étais là-bas, je me suis dit, OK, on va perdre. Quand ils ont mis 2-3 points de suite, là, Michael Porter Jr. qui était en feu et Gordon Hayward, je me suis dit, c'est pas possible, on va l'enchaîner à une défaite alors qu'on mène quasiment tout le match. Et au forceps, voilà, les Suns, ils vont aller la chercher. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Corentin, de cette victoire contre Brooklyn? Pas très rassurante, mais au moins une victoire, quoi. Voilà, en sortant du match, je me dis, bon, on l'a gagné. Tu vois, on l'a gagné, c'était le minima, pas rassuré du tout. C'est bizarre ce que je vais dire, mais agréablement surpris de la proposition qui nous est faite par Brooklyn. Je trouve que pour une équipe des bas-fonds de l'Est, ou alors nous, on n'a vraiment pas assez fait les efforts, ou eux commencent à avoir des petites choses sympas. Mais un match stressant, parce que tu te dis, tu sors d'une défaite contre le Heat où tu montres rien. Thierry l'a bien dit. T'enchaînes contre les Nets, qui est un peu une équipe des bas-fonds de la ligue, et tu te fais peur, tu t'en sors au forceps. Après, voilà, tu te dis, dans ces moments-là, une victoire, c'est une victoire. Mais un match dégueulasse à voir. Vraiment, c'était ignoble. Et en même temps, avec une fin de match tendue, donc horrible. Horrible à vivre. Mais voilà, comme tu dis, à la fin, c'est que t'as gagné ton match et voilà, t'es à 1-1. C'est tout ce qui compte. Ouais, Thierry, pareil, qu'est-ce que ça a pensé de ce match contre Brooklyn? Après, j'étais moins inquiet parce que Michael Porter Jr. était marché sur l'eau, mais à un moment donné, ça allait s'arrêter. Alors effectivement, ce petit, c'est quoi, troisième quart ou quatrième quart, il repasse devant, on se dit, ah, il va nous échapper. Mais globalement, il était trop seul, Michael Porter Jr., pour pouvoir faire quelque chose. Nous, on a su mettre les shoots au bon moment. J'ai adoré le match de Mark Williams. On retrouve, même si on a été dominé au rebond, on retrouve à l'intérieur un joueur capable de faire mal. Voilà, c'est une 27 points. Hein. Ouais. Oui, 27 points, mais de la vraie domination, des vrais moves. Enfin, on sert à l'intérieur. Parce que bon, et on peut pas dire que Nick Claxton, ça soit le pivot de l'année non plus. Donc, du coup, il fallait quand même, c'est important qu'il ait pris le dessus. 13 sur 16 au shoot, voilà, match parfait pour lui. Bah écoute, on l'apprend. Je pense que c'est aussi important. On est encore groggy, il faut retrouver des repères, de la confiance, et puis il faut que les leaders assument, hein, tout simplement, les nouveaux leaders. Hein. Donc non, content, même si, voilà, comme tu l'as dit, c'était pas folichon, mais il faut savoir les prendre. Ouais, c'est ça. On a vu Jordan Hunt essayer justement de faire quelques ajustements dans les rotations. Et en plus, il y avait, faut pas oublier, mais contre Brooklyn, il y avait aussi l'absence de Gillespie, qui était aussi blessé à la main. Donc ça commençait à faire beaucoup. On a vu des joueurs comme Nigel Hayes Davis revenir sur le terrain, des gars qu'on n'a pas vus dans la rotation depuis quelques temps. Donc il a testé, c'était pas catastrophique. C'est vrai qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe, parce que je pense que perdre contre Brooklyn, ça aurait été cata. Mais je pense que ça a été au moins une victoire qui a fait du bien au moral, et ça s'est bien enchaîné, parce que je vais être honnête, contre Détroit, j'avais peur. Et en fin de compte, il y a eu une masterclass des Suns, mais surtout une masterclass de Dillon Brooks qui fait son career high avec 40 points. Victoire 114-96 contre Détroit. Un match un peu bizarre parce qu'on mène rapidement au score avec beaucoup d'intensité. Et troisième quart, ça commence à revenir Détroit, surtout avec Cade Cunningham qui commence à prendre un peu un coup de chaud. Et puis en fait, tout simplement, derrière, on met un coup d'accélérateur et puis c'est fini. Toi, Corentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je sais que beaucoup de la fanbase des Suns ont adoré ce match contre Détroit. Ben, moi, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça, quoi. Après, j'anticipe un peu, mais j'ai presque envie de regrouper les deux matchs avec celui de Cleveland en back-to-back. Ouais, on peut parler de celui de Cleveland en même temps. 126-115, une victoire. C'est deux matchs qui se ressemblent énormément. Je suis d'accord, Corentin. Ben, est-ce que ce serait pas nos deux meilleurs matchs de la saison? Enfin, en sachant que sur ces deux matchs, t'as pas Booker, tu vois. Je crois que t'as Jalen Green qui revient un petit peu face au... Cleveland, Cleveland, c'est ça, face à Cleveland. ouais, en sortie. Mais bon, qui fait pas un gros match. On est sur, pour moi, deux masterclass, deux dominations totales, une défense, mais alors maman, mais c'était léché, tout ce qu'il fallait au bon moment, les bons switches, les interceptions, qui t'amènent des paniers faciles. À souligner quand même aussi une plutôt bonne réussite au shoot, parce que tu t'en cales quand même 126 à Cleveland, 114 aux Pistons.
Donc moi, c'est une masterclass. Puis on vient surtout de prouver une fois de plus que l'Est, ça vaut peut-être pas grand-chose, quoi, parce qu'on est un peu des Suns sans Booker, quoi. Voilà, ça c'était cadeau. Mais non, mais c'est vrai que... Alors après, je sais que... Non, ils étaient pas en back-to-back, les Pistons. Il y avait pas un back-to-back Cleveland Non, ils ont fait un back-to-back le lendemain. Après, pour Cleveland, il y a quand même pas mal d'absents. Ils n'ont C'est pas ça. Mobley, ils n'ont pas Garland. Ouais, Je dis c'est pas ça. que c'est équivalent aux Suns, faut pas C'est déconner, pour ça on que était en back-to-back. Mais t'as raison, les quelques Pistons, absents, les Pistons, je les mets un petit peu au-dessus parce qu'ils étaient au complet. ouais. Ils étaient au complet et en plus ils sont premiers de l'Est, mais au final c'est ça qui peut-être enclenche ta dynamique sur les Cavs derrière, alors qu'en plus on sait que souvent les back-to-back sont compliqués. Moi j'étais admiratif et je me suis dit waouh. Je pense qu'aussi mine de rien t'envoies un petit message au reste de la ligue. Donc moi incroyable et puis je regrette pas de m'être levé pour une fois. Ouais, Thierry, qu'est-ce que ça a pensé? T'as dû kiffer aussi, non? Moi, j'ai adoré les deux matchs. Contre Détroit, je mets une mention spéciale au coach de Pistons, JB Bickerstaff, qui fait perdre le match parce que il limite Jalen Duren à 28 minutes, alors qu'il n'a pas de problème de faute et qu'il nous fait très mal. Il met des joueurs, je veux dire aujourd'hui, des joueurs comme Ron Holland, comme Danny Jenkins, mais ça prend Ouais. la flotte de partout, ça ne sait pas défendre. Jordan Ivy, seulement 7 minutes. Hmm. Là, il faut expliquer. Donc, du coup, nous, on jouait très bien, mais en plus, lui, il fait des choix de merde. Dylan Brooks, sur ce match-là, je pense que on aurait pu lui bander les yeux. Là, je suis content. J'ai vu, il a mis des shoots difficiles, mais des shoots en rythme. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Après, vous l'avez dit, défensivement, sur ces deux matchs, c'est vraiment des grosses pressions. On en avait parlé le week-end dernier, il y a 10 jours. C'était par la défense qu'il fallait qu'on fasse des différences, vu qu'on était abandonné en attaque. C'était très bien. Cleveland n'est pas au complet, c'est vrai, mais nous non plus. Même si Mobley, c'est quand même très, très handicapant, parce que je pense qu'un joueur comme ça, c'est capable. Je veux dire, Allen n'aurait pas été là, Mobley à la place, je pense qu'on aurait beaucoup plus souffert. Voilà, c'est très bien. Après, c'est du cœur. Sur du back-to-back, c'est extrêmement compliqué de pouvoir enchaîner deux prestations comme ça. On est très adroit, on est agressif, on va chercher les lancers. Bah écoute, ces matchs-là, je pense que c'est des matchs références, vous l'avez dit, mais je pense qu'on a, l'année dernière, sur 82 matchs, on n'en a pas sorti un seul de cette qualité-là. Voilà, c'est bien, c'est une identité, c'est très bien, mais c'est à se demander combien de temps, en tout cas avec ces absences, on pourra tenir face à ces équipes-là, en sachant qu'en plus, on parle de Cleveland, mais si je dis pas de bêtises, petit retour de Jalen Green aussi sur Cleveland, qui fait du bien aussi au moral, parce qu'on s'y attendait pas. On vous a induit en erreur avec les infos qu'on avait la dernière fois. Mais c'est bien. En plus, il fait le taf. Il vient, il met des points, il rassure. Très, très bien. Là, ça met, franchement, sorti de ça, plus son retour, ouais, on souffle un petit peu. Ouais. Question Mathieu, vas-y, mais Corentin, j'allais dire, toi, comment tu l'as vécu le match de Détroit particulièrement? Parce que tu étais dans la salle. Cleveland, non, tu étais dans l'avion, mais Détroit, je suis curieux de savoir l'ambiance dans la salle, ça devait être chaud bouillant, à mon avis. Ouais, parce que je pense que tout le monde avait un peu peur, hein. Après le match face à Brooklyn, on n'était pas, c'est pas que t'es pas confiant, mais Détroit, c'est une équipe qui fait peur cette année. Le début de match, c'est du coup pour coup, hein. Le premier quart, je crois, il y a 32-30, quelque chose comme ça, mais ça marque des deux côtés. T'as l'impression que Jalen Duran, il va être dur à arrêter. Kate Cunningham, t'as peur. Ça, c'est le genre de joueur, t'as pas envie qu'il prenne un coup de chaud. Et puis, je sais pas, je suis totalement d'accord avec Thierry. Le banc a été catastrophique pour Détroit. Ça nous a fait énormément de bien. Ils ont raté des choses, mais d'une facilité. J'avais un fan de Détroit juste à côté de moi. Il en pouvait plus, je vous jure. Il avait envie de bouffer son maillot parce que tu avais l'impression, les joueurs, ils n'étaient pas dans le coup. Vraiment un manque d'intensité. Et puis, alors que nous, de l'autre côté, ça jouait très agressif. Non, c'est un match exceptionnel parce que je pense que c'est une victoire que, en fin de compte, peu de monde attendait. Moi, le premier. Et l'équipe sort une masterclass. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a une réussite au tir, hein, que ça soit contre Détroit et encore plus Cleveland. C'est magique. Mais non, ça fait plaisir. En fin de compte, moi, j'étais un petit peu attristé de ne pas voir Booker ni Jalen Green. Mais quand tu vois ce groupe-là, en fait, c'est exceptionnel. Tu n'en as plus rien à faire, tant pis. Tu vois, qui n'est pas Booker, tu te dis, mais l'équipe, elle est extraordinaire, quoi. Donc non, c'est fou. L'ambiance a été fou. C'était une spéciale Star Wars. Enfin, qu'est-ce que tu veux, tu peux rien demander de plus. Tu sors de là, je partais le lendemain, j'étais heureux, quoi. Tu vois, ce genre de victoire, c'est trop kiffant. Et puis j'étais content de voir Détroit aussi parce que c'est une franchise quand même que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, on les a mangés, quoi. Et puis contre Cleveland, c'est un peu pareil. Cleveland, c'est un match. Je trouve la réussite a vraiment fait la différence. Je sais pas combien on a shooté à 3 points au pourcentage contre Cleveland, mais c'est
c'est la folie. Hein. Il y a tout qui rentre. C'est un truc de ouf. Donc, non, là, c'est des super rencontres. Et Détroit, c'était magique. J'oublierai jamais, je pense. Et on va finir quand même par une mauvaise note parce que c'est une défaite. Donc, hier soir, contre les Los Angeles Clippers à domicile, un match sans, j'ai envie de dire presque, c'est un peu un copier-coller de Miami. Hein. C'est-à-dire, dès que tu n'as pas de réussite, c'est compliqué. À 3 points, c'est pas catastrophique, mais là, on manque vraiment de variété. Et je crois qu'ils ont tiré à 22%. Si tu enlèves les shoots à 3 points, 22%, c'est pas possible. Et puis, je trouve que Clippers aussi se sont bien ajustés en jouant assez grand. Et ça a été compliqué pour nous. En tout cas, Corentin, je sais pas si tu as beaucoup regardé le match, mais qu'est-ce que tu en as pensé si tu as vu quelques images? J'avoue que j'ai pas regardé le match en entier, je me suis fait juste le résumé de 10 minutes, donc je vais pas être très objectif sur le match. Après, quand tu vois dans le résumé de 10 minutes, déjà avant même le match, je trouve que là où c'est dommage, c'est que les Clippers jouent sans Harden. Donc tu te dis, avec les 2 matchs qu'on vient de faire, il y a peut-être une opportunité quand même dans la continuité. Eux, ils perdent leur métronome, et en fait, non, ouais, tu te fais rouler dessus. Tu rentres, t'insistes trop en fait dans ce jeu de. Alors Jalen Green n'était pas là parce qu'il était en injury management, donc en load management, pardon. Mais voilà, Jordan Hott l'avait annoncé. Il avait dit pendant l'absence de Booker et Green, ça va être full défense, ce qui n'a pas trop été le cas. On a été pénalisé, notamment parce qu'on n'a pas de vrai poste 4, ça nous a fait très mal. Et aussi, il a dit on va vivre et mourir par le tir à 3 points. Ben là, sur ce match, j'ai l'impression qu'on est mort par notre tir à 3 points. Et surtout, comme tu le disais très très bien, en dehors de tir à 3 points, on n'a aucune autre option. C'est-à-dire que très peu de drive vers le cercle, à part un petit peu Grayson Allen, mais c'est compliqué quand tu es seul. Et aucun tir à mi-distance. Donc c'était très compliqué. Et ben, je pense que voilà, sur ce match-là, Jordan Hott sentait que on n'allait pas le gagner, mais en même temps, je pense qu'il avait peut-être pas de carte à jouer dans sa manche. Il s'est dit, bah tant pis, on va insister jusqu'au bout, voir ce que ça donne. Et puis bah malheureusement, ça donne une belle fessée quand même, hein, parce que tu perds de plus de moins 24. Hein. Donc voilà. Au final, je me dis c'est pas très grave parce que t'es sans Jalen Green, sans Devin Booker. Sur ta grosse semaine que nous on a rallongée, tu fais 3-2 avec 2 victoires référence. C'est pas très grave, je pense pas que ça casse ta dynamique, mais on avait peut-être un peu plus d'attente. Après voilà, peut-être que si Thierry a vu le match, ou toi Mathieu, je vous laisserai un peu plus débriefer parce que moi j'ai pas vu le match en entier quoi. Ouais, vas-y Thierry, je l'ai vu, mais vas-y. C'est le banc, je pense, qui pose problème. Parce que tu es encore en début de deuxième mi-temps, tu es dans le match. Hein. Tu navigues entre moins 5, moins 10. Et puis tu as le troisième quart, tu as ce banc qui se fait ratatiner. Je pense que là, les Clippers, c'est une équipe beaucoup trop physique pour pouvoir mettre sur le banc Goodwin, Bouillet, ensemble, rien que sur les bases arrières, parce qu'ils ont quand même des arrières très grands. J'ai trouvé effectivement très intéressant le fait que il y a un passage où il associe Zubac et Lopez, et où il y a plusieurs N1 de ces 2 joueurs, où on sent que ils ont dû toucher, donc quand tu fais des fautes, en fait, il faut leur casser le bras, hein, parce que si des petites fautes, ils ont se touché pour mettre. J'ai trouvé Kawhi en jambes. Voilà, quand il accélère, tu peux pas le suivre. Et après, ils ont eu de ces role-players, les Sanders notamment, qui mettent les tirs. Dunn qui a été très bon chez eux, contrairement aux nôtres. Voilà. Bon, écoute, on a mis beaucoup d'énergie aussi sur les 2 derniers. Et là, je pense que les Clippers, typiquement, c'est l'équipe, même avec des absents, contre lequel, si on n'a pas de joueurs au talon offensif, on ne pourra pas tenir, parce qu'eux, défensivement, sont très solides, très gaillards. Regardez Dylan Brooks sur du pic, hein, qui n'arrive pas à rentrer au-delà, à passer au-delà de la ligne à 3 points. Donc c'est compliqué, mais en même temps, de toute façon, on s'est affaibli, et on sait que des matchs comme ça, on va en vivre encore, surtout quand Green sera l'autre manager. Donc écoute, c'est emmerdant parce que bon, les Clippers, c'est quand même une équipe, je pense, au complet, où on peut les regarder dans les yeux. Voilà, c'est comme ça. Il faut savoir faire le dos rond. Eux sont en train de revenir fort derrière. Attention, les Clippers qui étaient à un truc genre 5-21 et qui arrivent bientôt pratiquement à l'équilibre. Donc c'est pas une honte de perdre face à cette équipe-là. Non, je suis d'accord. Kawhi, là, il sort un troisième quart de feu. Hein. Là, je crois qu'à un moment donné, il enchaîne quasiment 4 ou 5 paniers de suite, mais d'une facilité déconcertante. Non, c'est frustrant parce que sur le papier, on se dit qu'on peut le faire, mais c'est vrai que quand t'as pas la réussite comme ça, je suis d'accord avec Corentin, on a eu du mal à s'ajuster, par peut-être un manque de talent, entre guillemets, de joueurs, mais c'est vrai que
je trouve que les Clippers, oui, je suis d'accord, ont fait un très bon match et eux se sont très bien ajustés contre nous. Et c'est vrai qu'ils ont une équipe très physique, très grand. Et on a vu, il y a des moments quand on joue avec. Il y a des, quand il y a, parfois, il fait des. Jordan, il met Goodwin, Bouilly, Gillespie sur le terrain. C'est compliqué, quoi. En face, c'est tellement physique. Je suis d'accord, c'était un match très compliqué. Mais ça reste une semaine quand même positive, hein. On rappelle 3 victoires pour 2 défaites. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à espérer un tel résultat avec les absents que de Bouka et Jalen Green. Donc c'est vraiment exceptionnel. Le classement, on va vous l'afficher. Je crois que le classement, j'ai l'impression, c'est le même depuis le début de l'année, les gars. On est 7e. Voilà, il n'y a pas de changement. Donc on est juste à un match, hein. Il n'y a qu'un match d'écart avec Minnesota qui est en 31-19. Nous, on est en 30-20. Donc je veux dire, on est quasiment à égalité donc, avec les Lakers qui sont juste devant nous, hein. Il y a juste la différence d'un match. Mais voilà, on est clairement dans le coup. Puis t'es à Ouais, un vas-y, match Corentin, et vas-y. demi, t'es à un match et demi des Rockets. Et ça Ouais, se je veux joue dire, dans la un quatrième- mouchoir de poche. Et là, la quatrième place, les c'est quoi? Clippers qui remontent à fond, parce que depuis qu'ils ont leur mauvais début de saison, ils sont quand même en 18-4, les mecs, hein. Ouais, puis Depuis leur avec Golden 5-21. State, Golden Après, ils avaient State qui beaucoup. commence aussi à Ouais. galérer vu qu'il n'y a plus Butler. Oui, c'est vrai que t'as un classement, t'as raison, hein, t'es toujours 7ème, mais en fait, tu te donnes toujours le. Bon, t'as ce petit match-là, 3 matchs sur les Warriors, et on va dire t'as 6 matchs d'avance sur les Clippers. Pour moi, derrière, ça ne reviendra pas. Mais tu te donnes toujours cet espoir, ce petit. Tu peux t'espérer, peut-être, si au long de la saison, c'est pas ce qui se passe, aller gratter un peu plus haut. Aller peut-être directement clairement. en playoff. Tu te donnes toujours cet espoir. Après, ça va être je compliqué. Mais mathématiquement parlant, tu te donnes toujours cette chance de pouvoir aller plus haut. Je pense qu'on peut se permettre de dire qu'on vise que les Suns visent les playoffs. Alors après, ça va dépendre des blessures surtout. Mais au vu du contenu qu'on voit actuellement, je veux dire, je ne trouve pas les Lakers plus forts que nous. Clairement pas. Houston, c'est vraiment un surcourant alternatif. Même Minnesota, ça manque parfois de régularité. Donc je veux dire, on peut regarder ces équipes-là dans les yeux. Par contre, oui, il y a aussi le danger des Clippers qui vont, je pense, enchaîner les victoires et qui peuvent aussi se dire, si devant ça se casse un peu la tronche, eux ils vont foncer. On connaît les fins de saison où c'est très très tendu. Toi Thierry, qu'est-ce que t'en penses juste rapidement? Cette 7e place, tu sais qu'on est dans le coup. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit un petit peu les mêmes choses. T'en penses quoi de ce classement? Je pense que les blessures, les blessures nous empêchent d'être un peu plus optimistes. Parce qu'on va user les organismes. Même avec Green qui revient, qui fait un match sur 2, enfin tu vois que tu limites, je pense que ça va être compliqué. On sent quand même qu'il y a de la fatigue. Surtout qu'on verra qu'on a quand même d'un calendrier autour les 10 prochains matchs sont quand même assez. Vont être vraiment révélateurs de notre capacité à tenir. Après, écoute, moi ce que je vois, c'est que déjà ce petit titre de division qui peut se batailler, déjà je le trouve plutôt cool de pouvoir jouer ça. Le classement, après, si on arrive à chercher les 6, je veux dire, désabusé que je suis en pensant, on arrive à 30 victoires, c'est ce que je pensais qu'on ferait sur la saison, il reste 32 matchs. Donc, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait été capable de faire ça. Je pense qu'on peut, avec un peu de réussite, conserver ce range 6-7. Et si on arrive à le conserver et en récupérant tout le monde, bah, peut-être qu'on pourra aller un petit peu au-dessus, mais attention, ça va quand même être dur. Ça pousse derrière. Ça pousse sévère. Ouais, ça pousse. Ça va être la bataille jusqu'au bout, mais ça fait quelques années maintenant que l'Ouest, c'est énorme, hein. Les batailles, souvent, ça se joue à la dernière journée, donc ça va être ultra intéressant, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être dans cette course-là, et on espère qu'on va y être jusqu'au bout. On va enchaîner tout de suite, hein. Comme vous avez vu, c'est une vidéo qui est plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc on enchaîne tout de suite avec notre deuxième section, les top flops. Bon, on va enchaîner direct. Allez, tu sais quoi, Corentin, je te lance tout de suite sur le dance floor. Un top, un flop, qu'est-ce que tu as cette semaine? Moi, j'ai un flop, ça va aller assez vite, mais j'ai un flop, c'est notre bout de banc. Nos jeunes, je pense à Fleming, je pense à Maluard, même Livers, qui n'est pas forcément revenu. Je trouve qu'à chaque fois, on les met souvent sur du garbage time. Déjà, je me dis c'est du garbage time, donc c'est pas très grave s'ils sont pas performants. Mais là, sur Cleveland, ça a été flagrant. On était quand même à plus 30. Hein. À un moment donné, on était à plus 30 et du coup, Hot se dit, bah c'est bon, j'ouvre le banc, etc. En 7 minutes, plus-minus du fond de banc quand on rentre, Maluard et compagnie, moins 17, pardon. Alors en début de saison, c'est vrai que moi le premier, je fais mon mea culpa, je disais, je comprends pas, Jordan Hodge, il met pas les jeunes, etc. Mais en fait, force de constater que nos jeunes ne sont pas prêts du tout à jouer sur un terrain NBA.
face à un bout de banc adverse, ils ne sont pas prêts. Je trouve qu'ils ne sont déjà pas assez disciplinés. Je trouve que c'est pas forcément qu'ils ont un manque d'effort, mais c'est hyper brouillon. Il n'y a pas de discipline dans ce qu'ils font. Voilà, j'ai l'impression que vraiment, ils sont encore en mode G-League. Donc, je fais mon mea culpa sur Jordan Hot. Je comprends tout à fait que ces jeunes ne jouent pas tout de suite, surtout au vu des résultats de la franchise et peut-être de l'ambition qui a un petit peu monté. On serait 14e ou 12e, on s'en fiche, tu vois ce que je veux dire. Là, tu joues le top 6 ou le haut du play-in. Donc ouais, en effet, ces jeunes ne sont pas prêts. Et là, sur le match de Cleveland, ça a été flagrant parce que prendre en moins 17 contre le bout de banc de Cleveland en 7 minutes, c'est honteux. Donc, est-ce que c'est un manque d'implication ou est-ce que simplement il faut leur laisser du temps ? Je ne sais pas, mais je valide le choix de Jordan Hot. En même temps, je valide ses choix un petit peu depuis le début de la saison finalement, donc c'est une continuité. Voilà, moi mon flop c'est ça, j'ai besoin de voir ces jeunes vraiment progresser et vraiment step up, parce que s'ils le font pas, c'est sûr et certain qu'ils gagneront pas de temps de jeu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez rapidement, vous les gars, on va aller vite. Hein. Après, difficile de juger pour un joueur comme Malouak. C'est vrai que je pense que c'est un mec qui a besoin de gars d'expérience autour de lui, de vrais systèmes. C'est vrai que quand tu lui mets Bouilly et Livers pour mener le jeu, c'est vrai que pour un mec comme Malouard, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut lui laisser le temps. Il est vraiment brut. Pour Rachir Fleming, moi j'avais bien aimé ces petits passages de temps en temps avec les titulaires. Après, comme tu l'as dit, je veux dire, les ambitions, elles sont revues à la hausse. Ton équipe, elle tourne bien. Je pense pour Malouard, rien que prendre le poste de backup. Mais qu'est-ce que tu veux prendre le poste de backup à Osso aujourd'hui? Osso, je veux dire, même Osso, il y a des matchs, il est meilleur que Mark Williams. Je suis désolé, mais il y a des passages, on est genre, bon, bah vas-y, laisse Osso sur le terrain, tellement c'est kiffant de le voir. Pareil pour Fleming. Fleming, il a le gabarit, mais c'est vrai que techniquement, il a encore beaucoup de travail. Faut leur laisser du temps. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Jordan Hunt, il a fait les bons choix. L'équipe attend trop bien pour donner des minutes à ces jeunes-là pour l'instant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thierry? Ouais, les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, si tu veux, il faut quand même les encadrer. Donc, effectivement, j'avais trouvé intéressant Fleming quand il avait été, quand il avait été lancé. Euh, je sais même plus, je crois que c'était un match à Portland, un truc comme ça, où il avait vraiment été hyper intéressant. Malouak, j'aimerais bien aussi le voir à un moment donné, si on doit le faire jouer un petit peu avec les titus, pour voir un petit peu comment il s'adapte sur le pic, comment il se positionne, sur le rebond. Voilà. Après, tu vas les mettre. Ça reste, Bouilly, on peut presque le considérer comme un rookie. Donc après, voilà, c'est pas un cadeau. Je trouve que peut-être y laisser un Goodwin, peut-être pas forcément Royce O'Neal, mais mettre quelqu'un d'un peu plus expérimenté, ça pourrait être sympa pour les juger. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas prêts, clairement, parce que là, vraiment, c'était un peu, comme l'a dit Corentin, c'était complètement. Là, je pensais qu'on allait se faire rejoindre d'ailleurs. À un moment donné, je me suis dit, putain, s'ils nous refoutent le 5 et qu'on réagit pas, on va se mettre dans la merde. Alors que ça paraissait irréel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'avoue que je préfère me concentrer sur le reste et j'en tiens pas rigueur en tout cas. Ouais, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de parler de joueurs qu'on voit moins souvent. C'est toujours sympa de voir des progrès ou pas, là, dans ce sens-là. Donc, à suivre, parce qu'on les reverra sûrement au cours de la saison un petit peu de temps en temps. Et c'est toujours intéressant de voir leur progression. À toi, Thierry, on t'écoute. Top, flop, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Alors moi, j'ai un top. Et avant de le top, je voulais donner 2-3 petites stats. Aujourd'hui, on est la 23e attaque de la NBA, 22e seulement équipe au rebond, seulement la 25e aux passes décisives. Mais par contre, on est la 5e défense. Et ça, mon top, c'est cette qualité défensive. On a dit face à Cleveland, qui doit être sous les 100 points à la fin, tout comme elle a été Détroit, hein, si on est sérieux. On a réussi, même dans les autres matchs, on a réussi à quand même à. J'enlève le match des Clippers. Sur les autres, on a réussi bien défendre. Alors 111 points encaissés en 2026, c'est à être une très bonne défense. Voilà, c'est bien cette énergie qu'on est capable de faire. Le nombre de balles arrachées dans les bras. Je pense à Gillespie, je pense à Goodwin qui sont capables d'arracher systématiquement des ballons. Lorsque les intérieurs adverses descendent la balle, au lieu de la garder haute, on leur arrache et on part très vite. Ils ont explosé physiquement. Voilà, les adversaires explosent physiquement sur ce rythme qu'on est capable de mettre. Donc ça, c'est très bien. 5e défense de NBA après 50 matchs.
Voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis les Suns. Je ne me rappelle pas qu'on ait été capable de maintenir une défense dans le top 5. Félicitations en tout cas pour cette transformation, parce que c'est contre nature historiquement par rapport à notre franchise, mais c'est surtout à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de ce qu'on avait l'année dernière. Donc gros travail qui a été fait, grosse énergie, et j'espère qu'on sera capable de continuer comme ça, et ce qui palliera à nos manque d'adresse et notre manque d'inspiration offensif qu'on connaîtra encore d'ici la fin de la saison. Ouais, tout à fait, Corentin. Quelque chose à dire par rapport à ce petit top de Thierry? Bon, on en avait déjà mis le petit point sur le côté interception. Équipe qui lâche jamais rien, énergie, et c'est vrai que tu as raison, on les épuise. On les épuise, mais moi je vais donner beaucoup de crédit au système de Jordan Hott, et de son staff défensif, parce que l'énergie fait pas tout. Je trouve qu'on est bien organisé sur des switches, je trouve que c'est ciblé. Les mecs se jettent pas dans les bras de tout le monde pour intercepter, tu vois, mais à des moments bien précis, tu vois, comme tu le disais. Le pivot descend la balle, bam, tout le monde met les mains. Tel role player à la balle en main, on sait que c'est pas un ball handler, bam. Moi, je vois des trappes à deux sur des joueurs, mais des role players, ou des trendy, tu vois ce que je veux dire? Et tu dis, mais qui fait ça? Mais en fait, si, parce que le mec, tu sais très bien qu'il a pas de main, il sait pas dribbler. Bah, paf, interception. Je trouve que c'est d'une intelligence, c'est ciblé, c'est fort. Et comme tu dis, on est une franchise qui n'a pas un caractère défensif. Ça a toujours été full offense, hein, d'où le nom de la chaîne, les gars, quand même. Hein, run and sense, run and gun, c'est un peu l'histoire de la franchise. Hein. Là, je trouve que défensivement, c'est. En plus, en début de saison, on se disait, à part Dillon Brooks et peut-être un peu Ryan Dunn, on se disait, putain, on n'a pas vraiment le matos pour défendre. Que nenni, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est qui nous sortent là? C'est incroyable. Je pense qu'aussi, coup de chapeau à tous les assistants qui doivent se mater des heures et des heures de vidéos et faire des stratégies d'analyse et compagnie. Bravo à eux, je suis d'accord avec toi Thierry. Et puis c'est avec une bonne défense que tu construis l'avenir aussi. Ouais, tout à fait. Et en plus, je suis plutôt où je vous suis, c'est que tout le monde se met au diapason des meilleurs joueurs défensifs. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de joueurs, en fin de compte, qui sont très durs à passer en 1 contre 1. Je pense à des joueurs comme Goodwin, je pense à un mec comme Osso qui rentre du banc. C'est un vrai joueur vraiment compliqué, même pour un arrière de passer. Donc oui, tout le monde se met, c'est vrai, tout le monde. Il y a vraiment une bonne organisation. Je suis d'accord avec toi. J'ai des phases de jeu dans la tête où il y a des prises à deux. Et tu as beaucoup d'équipes qui, par temps en temps, font des prises à deux. Mais bah voilà, évidemment, tu as un joueur qui est libre. Mais nous, les Suns, ça se replace très vite. Tout de suite, il y a une très bonne communication. Je pense qu'on ne se rend pas compte comment c'est important, et ça, c'est fort. Et moi, mon top, c'est presque le meneur de tout ça. C'est Monsieur Dillon Brooks cette semaine, qui est peut-être le numéro 1 en mentalité pour ces Suns. Et moi, j'avais envie de le mettre en avant parce que ça aurait pu être Grayson Allen, notre leader offensif cette semaine, parce qu'on sait que c'est un joueur très talentueux aussi, balle en main. C'est même plus souvent lui qui a balle en main, qui essaye de créer pour les autres. Mais c'est vrai que Dillon Brooks cette semaine, c'est exceptionnel. On peut revenir sur son match à Détroit où tu as l'impression que. Bah en fait, tu as l'impression que tu te dis, mais il faut créer des systèmes que pour lui, tellement offensivement, son mid-range, il est propre, même à 3 points, il est extrêmement propre. Il y a que hier soir, contre les Clippers, où il a été mis en difficulté parce que ça joue très physique. Et en fin de compte, il n'a jamais réussi à trouver ses spots. Mais que dire de Dillon Brooks? Sa saison, c'est sa meilleure saison en carrière. Hein. On parle cette année, il tourne à 21 points de moyenne. Je veux dire, ses pourcentages, il est à quasiment 45%. À 3 points, il est à 36%. Il peut faire mieux en plus à 3 points, on le sait. Hein. Il a tourné à quasiment 40 l'année dernière. Mais dans la défense, l'intensité, la mentalité, voilà, c'est vrai que c'est un joueur, on le dit toujours, hein, quand tu l'as dans ton équipe, tu l'adores. Quand tu l'as contre toi, tu le détestes. Il en fait craquer plus d'un chaque soir. De temps en temps, il est agaçant parce qu'il a toujours ce petit truc de la technique qu'il peut éviter. Mais en fin de compte, tant mieux qu'il apprenne parce que c'est ce qui fait le joueur, c'est ce qui fait le personnage. Mais Dillon Brooks, c'est peut-être, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Mais par contre, en termes de mentalité, en termes de meneur, c'est ce qu'il faut à un gars comme Devin Booker à côté. C'est ce genre de joueur parfait. Et puis en plus, il progresse. Donc ça prouve qu'en plus, c'est un bosseur. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Un petit mot pour Dillon Brooks? Parce que cette semaine, il faut reconnaître qu'il a été quand même extrêmement fort. Corentin, pour toi, et puis je te laisserai la parole. Bah, t'as raison. Alors, t'as besoin de leaders techniques et de leaders du scoring sur le terrain qu'on va avoir qu'on peut retrouver chez Gillespie, mais surtout chez Booker et peut-être Jalen Green à l'avenir. Mais t'as besoin d'un leader vocal. Un leader vocal, un mec qui en impose et que, voilà, qui de suite, tu vois, quand tu.
On disait, t'adores l'avoir dans ton équipe, mais là, demain, t'as un adversaire, tu joues Phoenix, il dira, putain, je vais devoir me taper Dillon Brooks. L'horreur, quoi. Donc, ça, c'est très important. Sur l'impact Dillon Brooks. Moi, franchement, je voulais tout de suite, je vous pose une question, en sachant que Giannis est blessé et qu'il ne sera pas All-Star Game. Il va falloir trouver un joueur monde pour faire le 8e de cette équipe. Je vous pose la question comme ça, mais est-ce que vous pensez à Dillon Brooks All-Star ? Il a plus de 20 points par match, une interception par match. Alors je sais, c'est limite, mais maintenant avec ce système de américain, non-américain, qui tu vas prendre avec la blessure de Giannis pour faire la 8e personne au All-Star Game ? Il y avait un joueur qui est cité, je l'ai plus là. Bah t'as Nickel Alexander-Walker. Non, t'as mieux. T'as un mec meilleur. T'en as un, je l'ai plus là le nom, mais sur le papier, je l'avais entendu et je m'étais dit ah oui, tu vois, genre ah oui, lui il a pas été pris quand même. Je sais plus, là je l'ai plus en tête. Après il y a des mecs comme Mark Cannon, bon il a pas joué beaucoup de matchs. Oui, c'était Mark Cannon, je pensais, mais le problème c'est t'as le bilan. Qu'est-ce que tu veux mettre Mark Cannon il manque des matchs, ils sont dans les bas-fonds de l'Ouest. Je sais pas, alors évidemment, évidemment, si tu veux, sur le principe, Brooks ne doit pas être All-Star. Mais le système qu'ils ont mis en place avec internationaux, est-ce que tu te dis, bah, imagine, là, dans les 7 qui sont encore présents au All-Star Game, t'as un mec qui se blesse encore, là. Mais en fait, tu vas te retrouver avec 2 All-Star à Phoenix, c'est ça c'est pour Alex de Trash Talk, mais c'est une dinguerie, quoi. Et après, oui, voilà, je sais pas. Hein. Thierry, toi, t'en penses quoi au-delà du côté All-Star, mais de Dillon Brooks, il se fait sa meilleure saison en carrière, quoi qu'il arrive, quoi. Bah, de la même manière que Michael Jordan n'a jamais joué à Washington, le All-Star Game n'existe pas pour moi. Voilà, c'est une purge sans nom. J'arrive même pas à être content en fait. Devin Booker y est, mais j'arrive pas à être content tellement je me fais chier pour ces événements-là et que ça représente rien du tout. Donc en fait, je te dirais que je m'en fous. C'est très bien pour lui, ça serait une consécration, mais personnellement, je vois pas ça. Je vois pas ça comme un accomplissement de saison aujourd'hui de faire partie d'une mascarade et d'un week-end où il se passe rien. Alors tu vas me dire peut-être que lui il est capable d'aller contre nature parce qu'il a ce côté provocateur et que je me dis que s'il y était sur la première action où il est sur le terrain, il va trash talker et il va casser les bras pour dire non les gars je suis pas là pour rigoler. Mais franchement je trouve qu'on accorde trop d'importance à ça aujourd'hui. Voilà, je trouve ça pitoyable en fait. Et puis là, on est en train de changer de formule, on veut faire des trucs, du monde, des machins. On va faire quoi ? Des équipes de taille, les 1m90 contre les 2m, contre les 2m10 ? On sait plus quoi inventer, c'est nul. Non mais c'est nul. C'est pourri. Après, est-ce qu'aujourd'hui c'est si important que ça ? Alors en fait, oui, en fait, c'est pas le All-Star Game, je pense, qui est important, c'est-à-dire la pas sélection. La sélection par les coachs, tu veux dire ? C'est le fait juste que mais elle est pipée cette année. Ouais, mais tu vois, là, je suis d'accord. LeBron en fait partie, il doit jamais en faire partie. Alors, oui, pour l'ensemble de sa carrière, mais tu vois, il y a des joueurs, je comprends pas le choix des coachs. J'ai vu, je comprends pas déjà. C'est quoi les critères en fait ? Je suis d'accord, c'est pipé, mais moi, ce qui me. Le All-Star, c'est quand tu fais un flashback ou une prise de recul sur ta carrière, tu vois. Ah, ben, il était 5-6 fois All-Star. Tu vois, c'est là que ça compte. Après, pour moi, ces matchs-là, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a aussi. Pourquoi j'aimerais bien le voir au All-Star Game ? Parce que je te dis qu'il y a un mec qui a dit qu'il voulait peut-être chambouler les choses au All-Star Game, c'est monsieur Victor Wembanyama. Il y en a bien un deuxième, ça peut être Dillon Brooks. Autant te dire que s'ils se retrouvent les deux dans la même équipe et que les deux se disent nous, en fait, on est là pour casser des bouches. D'accord, ok. Peut-être que je vais regarder un peu le match quand même. Je vais pas vous mentir, Dillon Brooks ouais. En fait, je suis d'accord avec Corentin. Je pense que c'est juste le fait de dire que c'est ta récompense de milieu d'année en disant ok, tu as fait partie des meilleurs. Tu mérites de faire partie des meilleurs. Je trouve que c'est toujours important. J'aime bien cette idée quand même de récompense personnelle. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, le All-Star Game, je préfère regarder le concours à 3 points. C'est-à-dire le match, les gars, je ne l'ai pas regardé. J'ai dû le regarder une fois. Depuis, je me suis dit ok, c'est de la daube. Ça n'a aucun intérêt, c'est nul. À part si tu es en face. Oui, pour regarder toutes les stars, ça va être sympa sur le moment. Mais quand t'es à la télé, ça n'a aucun sens. Mais j'aime bien cette idée quand même d'être récompensé. Parce que autant là, comme tu dis Thierry, on s'en fiche un peu, mais en fin de compte, combien d'années, il y a eu des années où Booker il n'a pas été All-Star, et on a tous dit, vas-y, c'est honteux, quoi. Tu vois, on a eu ce sentiment quand même de se dire, attends, il mérite. Donc, c'est-à-dire je pense qu'on met toujours un petit peu d'importance en disant, au moins, c'est cette récompense de dire,
Ok, T'as une cette étoile, année, t'as t'es une étoile. récompensé. Ouais, T'as une c'est ton, étoile. ton petit cadeau, c'est ton petit cadeau. Mais Et moi, par contre, après, oui. demain, moi, ils me font Faut- des étoiles, ils me sélectionnent des All-Star, mais on fait pas d'All-Star Game, il n'y a pas de match. Juste, Ah ils me ouais, donnent des moi étoiles, aussi. ça me va très bien, moi, tu vois, je m'en fous. Ouais, moi aussi. C'est Je suis horrible totalement l'événement. d'accord. Et ouais, Moi, je suis ouais. d'accord. Après, bon, Je voilà. suis d'accord. Par contre, j'ai hâte de revoir un match qu'on rejoue les Spurs parce que Dylan Brooks, il a fait une petite interview, il faut que je la partage là. Ouais, sur Euh, Wemby. ouais, en disant Vous connaissez. que voilà, qu'il connaissait très bien son point faible et que c'est lui que depuis on l'a copié. Donc j'avoue que la petite future confrontation avec Wemby pourrait être très sympathique. Sachant Mais qu'on va en oui, prendre 40. à voir, hein, franchement, c'est pas. Ils viennent de perdre contre Charlotte. Bon, Charlotte est très chaud, hein. Mais c'est pas exceptionnel, hein, les Spurs, hein. C'est une équipe que tu peux faire déjouer, hein. Ça manque d'expérience. C'est une équipe qui, si ça manque aussi de réussite, il n'y a pas des grands shooters. Après, Wemby, ça reste Wemby. Mais je sais pas, je vais être honnête, c'est pas l'équipe qui me fait le plus flipper. Moi, des équipes que j'ai énormément de mal, j'ai peur, c'est des Minnesota. Vous voyez, c'est genre d'équipes très physiques, beaucoup d'expérience. Je trouve que c'est des équipes là, ils sont un petit peu en dents de scie, mais dès que ça va jouer les playoffs, en fait, tu sais à quoi t'attendre. Donc, à voir, mais hâte de voir cette confrontation. Bon, là, on parle beaucoup, les gars. On va avoir encore plein de choses à dire. Justement, je vous fais un petit récap justement des top flops. Je rappelle, donc Corentin, c'était un flop. C'était entre guillemets les joueurs de bout de banc, hein. Quand on fait les garbage time, c'est vrai que le niveau est quand même extrêmement faible. Donc, hâte de voir quand même une petite progression pour nos jeunes. Pour Thierry, je rappelle que c'est un gros top avec la défense. Je pense que vous allez nous dire cette semaine la défense de zinzin des Suns. Il faut continuer comme ça. On le rappelle, top 5 de la ligue. Et moi, pour compléter tout ça, Dylan Brooks, voilà, The Villain, qui est chaud. Donc, un plaisir. Dites-nous, vous, dans les commentaires, comme d'habitude, hein, si vous avez des tops, des flops qu'on n'a pas mis en avant. On attend vos retours. Et puis, là, on va partir tout de suite pour la dernière section, les Predictions. 3 matchs cette semaine, hop là, ça réduit un petit peu. On va commencer par un déplacement du côté des Blazers et on va enchaîner 2 matchs à domicile contre les Warriors et contre les Sixers dans Philadelphie. Corentin, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de cette semaine? Tu t'attends à quoi, sachant que Jalen Green, déjà au moins est sûr, jouera contre les Blazers? Ben écoute, continuité. Je pars du principe que le match des Clippers, c'est un faux pas. J'ai envie que le système continue à rayonner. Je vais dire 2-1. 2-1 parce que j'ai du mal à croire à un 3-0 quand même. J'ai un petit peu peur du côté des Blazers quand même parce que voilà, ils ont quand même des armes un peu embêtantes, même si c'est prenable. Je pense que les Warriors, on peut le gagner. On peut le gagner tout à fait. Et les Sixers, ben, si tu tombes sur un gros Joel Embiid, ça peut vite être compliqué, quoi, hein. Surtout qu'en ce moment, même si j'ai l'impression qu'il est toujours aussi mou, le mec, il fait des stats, il est injouable, pardon, du moins d'un côté du terrain. Donc oui, moi, victoire contre les Warriors, c'était à domicile, et ensuite, je pense que tu perds soit contre Portland parce que tu te fais un peu surprendre, soit sur un gros match de Joel Embiid. Mais 2-1, je pense qu'on est dans le positif et qu'on continue sur cette lancée. Je note. À toi, Thierry, qu'est-ce que t'en penses cette semaine? Je suis très mitigé, mais sachant que Jalen Green revient, ce qui me laisse augurer beaucoup d'espoir, et sachant en plus que Portland est sur, je crois, 5 défaites d'affilée, que c'est un petit peu compliqué défensivement, et sachant que Paul George ne sera pas là non plus, messieurs, ça sera semaine parfaite 3-0 pour moi. La la semaine parfaite, C'est sur le cul. 3-0. Ouais, pour Ouais, l'instant, 3-0, Ouais. je le sens bien. Mm. Je le sens bien, je sens les Warriors fatigués. Je sens que... Attends, la date des Warriors, s'il vous plaît, messieurs. Ah, par rapport à la trade deadline, tu veux parler? Non. Exactement. On les joue le vendredi 6 février à 4h du mat, donc le lendemain de trade deadline. Ils auront au moins 2 joueurs absents, puisque je pense qu'ils vont bouger Kuminga et ils vont bouger un autre joueur. Donc je pense qu'ils ont effectif réduit, pas qualifié. Donc voilà, je vous annonce 3-0. À voir aussi pour les Sixers, hein, on a dit Embiid, faut voir s'il est en back-to-back. Ah non, il n'est pas. Donc il jouera peut-être, je pense sûrement. 3-0, bah Thierry. Je suis sur le cul, moi. À voir pour le Booker, hein, les gars, on n'a pas de nouvelles. On rappelle, hein, de base, c'était 4 à 6 semaines. Là, ça s'est extrêmement réduit. Apparemment, il est en train de. Je sais pas, c'est un. Ouais, après, Avenger, ça. Au vu du calendrier, prends ton temps, mec. Moi aussi, d'ailleurs, les gars, il sera certainement forfait pour le All-Star Game. Non, il jouera. Non, il jouera le All-Star Game. Ouais, je pense qu'il jouera 10 minutes, mais il jouera. Je pense qu'il sera remis. Je pense qu'il est déjà. Je pense que si on avait besoin, il jouerait.
on forcerait un peu, il jouerait. C'est pour ça que je dis pas qu'il va. Franchement, les gars, je pense qu'il va. Je le sens bien revenir face à Philly. Voilà, je pense qu'il va revenir. Booker, apparemment, au vu des infos, ça va très très fort. Jalen Green, je suis toujours plus perplexe, les gars, parce que il joue un match, mais je veux dire, soit le mec est tout le temps blessé, soit le mec est maudit, parce qu'on rappelle, il a fait une chute contre Cleveland. Sur le dos, là. Je me suis dit, mec, c'est pas possible. Je me suis dit, mec, c'est Bradley Bilbis ou quoi, les gars, dès qu'il fait. Un peu moins cher quand même. Ouais, non, un peu moins cher et plus jeune, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ah mec, attends, que tu te blesses déjà physiquement, c'est galère pour revenir. Et en plus, je me suis dit, mais mec, il y a un gars qui tombe, c'est lui, quoi. Je me suis dit quand même, c'est pas possible. Donc, mais au moins, il va être là contre Portland, ça va être intéressant de le remettre en rythme. Va falloir, ça va prendre du temps, il sera remplaçant, mais ça va venir. Mais Thierry, donc 3-0, 2-1 pour Corentin, et moi, je te suis, Corentin, 2-1. Je me mouille pas. J'avoue que j'aurais bien eu envie de tenter le 3-0 parce que je trouve que c'est des adversaires sur le papier qui sont prenables. Portland, c'est une équipe prenable. Oui, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Mais je me dis, s'ils viennent de prendre 40 points contre Jarrett Allen, je pense qu'on est capable de leur mettre des points aussi. Après, les Warriors, je crois que les Warriors, honnêtement, je ne sais pas s'ils vont faire un move ou quoi, mais je pense qu'ils sont en roue libre. J'y crois plus du tout cette saison pour les Warriors. La rumeur Yanis, j'y crois pas du tout, du tout. Donc, je pense qu'ils sont prenables. Et c'est même presque Philly sur le papier qui me semble pour moi l'équipe la plus forte. Mais donc, c'est pour ça, je nous vois bien faire 2-1. Je ne sais pas contre qui on perdra. Mais je pense qu'on va être en positif encore cette semaine. Je vais vous citer. Alors, Corentin, je ne les ai pas mis sous les yeux. Est-ce que tu as les. Ouais, j'ai. Alors, Bastien est avec nous, 2-1. 2-1, 2-1. Et alors là, Pierre nous sort un 1-2. Pierre, écoute, on veut bien par contre l'explication dans les commentaires tout de suite. 1-2. Pourquoi pas. Après, bon, je préférerais objectivement que le prono de Thierry se réalise, hein, même si dans tous les cas je marque pas de points, mais je préférerais qu'on fasse un 3-0 plutôt qu'un 1-2. Hein. Ouais, de ouf. Justement, par rapport à la semaine dernière, les gars, si je me trompe pas, il n'y a pas de changement. Je crois qu'il n'y a personne qui nous avait. On avait tous dit 2-3, sauf Bastien qui avait dit 1-4. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Pour clôturer quand même cette petite vidéo, je voudrais parler justement, on se rapproche tout doucement de la deadline. C'est toujours intéressant. Il y a quelques rumeurs pour les Suns. Alors, c'est quelques rumeurs. On n'est pas dans les rumeurs de Yanis, mais je voulais les citer et j'aimerais que vous me donniez votre avis tous les deux. Donc, la première, c'est celle qui est le plus citée, c'est celle de Jeremy Sohan. On rappelle, qui est du côté des San Antonio Spurs, qui est en fin de contrat, qui ne joue pas du côté des San Antonio Spurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que, ça vous intéresse? Et si ça vous intéresse, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'envoyer pour nous pour recevoir un tel joueur? Toi, Corentin, qu'est-ce que tu en penses de cette rumeur, Jeremy Sohan? Je m'intéresse moyennement parce que ça dépend ce que tu lâches. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va demander l'année prochaine. Au final, c'est un profil qu'on a déjà dans l'équipe. Fort défenseur, un peu rebondeur, pas bon shooter. J'ai presque envie de dire un peu plafonné déjà. Est-ce c'est pas un Ryan Dunn un peu plus vieux, juste un peu plus grand peut-être? Vraiment en poste 4, on va dire. Non, pour moi. En fait, si tu veux, sur le principe, je te dis oui, ok, mais s'il faut commencer à envoyer du Roy Stoney, des trucs comme ça, non merci quoi. Et oui, si les Spurs ils veulent juste s'en débarrasser, ils récupèrent Nick Richards et puis je sais pas moi, Ace Davis et qu'ils veulent, très bien, mais pour moi non. Pour moi, je vais te dire franchement, cette deadline pour moi les Suns n'ont fait aucun move à part Nick Richards. On va récupérer un second tour et un mec finissant à 2 millions, terminé, merci, au revoir. On n'a aucun intérêt à bouger. À moins opportunité, mais voilà, comme tu le dis, on va pas faire Yanis, hein, donc pour moi, je vois pas l'intérêt de se séparer d'un mec comme Roy Stoney ou Grayson Allen ou ces trucs comme ça. Aucun intérêt. Voilà, après c'est mon avis. Je ne suis pas general manager, heureusement, parce que sinon on serait dernier de la ligue. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses de cette rumeur? Pareil, pas très fan? Non, j'aime bien le profil du joueur. Moi, j'aime bien le profil du joueur. Je trouve qu'il collerait bien. Après, je vois pas du tout les Spurs aller nous récupérer Richard. Je vois pas leur intérêt. Quel est l'intérêt vis-à-vis d'une équipe comme nous, à moins qu'il y ait plusieurs équipes dans le deal. Mais je pense qu'on va. Après, filer Richards contre un contrat expirant, c'est quand même con parce qu'il est contrat expirant. Alors pour aller chercher un second tour, je suis même pas sûr en fait quel est l'attrait. Je pensais que c'était des équipes comme Denver qui avaient des problèmes de pivot, des choses comme ça. Mais je vois pas aujourd'hui. On va se faire refiler quoi? On va se refaire filer un vétéran. Bon, Swan, j'y crois pas. J'aimerais, hein, mais je crois vraiment pas qu'on soit ses mains pour piéger San Antonio. Ouais, les deux petites autres rumeurs c'est vraiment là. Je vous cite deux noms, hein, c'est des petits noms qui tournent un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? C'est Mo Gay, qui est du côté d'Atlanta, qui est un. Hein?
Qu'est-ce qu'il dit, Atlanta, Thierry? c'est ça. Ouais, Pardon, d'Atlanta, non, je qui dis est Atlanta. un poste 4, hein, très très fort défensivement, défensivement, oui, mais qui est offensivement est quand même euh, un peu plus faible, mais par contre, c'est un très très bon joueur défensif. Et l'autre, c'est Saddiq Bey, qui est en train de revivre, hein, qui retrouve une seconde santé du côté New Orleans. Alors, c'est Qatar à New Orleans, mais qui globalement fait une très très belle saison, qui est lui aussi un poste 3-4. C'est peut-être pas ces joueurs-là, mais qu'est-ce que vous pensez de ces profils? Est-ce que c'est vraiment ce joueur de profil qu'il faudrait qu'on aille chercher si on a l'opportunité? Qu'est-ce que t'en penses, Corentin? Oui, mais en fait, moi, ce qui me dérange toujours, c'est qu'est-ce que tu lâches. Récupère un profil comme ça et lâcher tes bouses. Voilà, tu dégages Nick Richards, tu dégages Ace Davis, même un Livers ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Parce que tu vois, vraiment, ces gens-là, ils vont s'intégrer au collectif. Mais comme je te dis, moi, les gens, ils vont demander quoi? Ils vont nous demander un second tour, Royce O'Neal, machin. Bah non, en fait, c'est bon. Royce O'Neal, on peut l'avoir contre bien plus et on va pas l'échanger maintenant. Donc, pour moi, rien, je te dis, on va pas bouger. Ça va être très, très calme pour nous. Aucun intérêt. Ouais, Thierry, pareil, toi aussi pas très fan de l'idée. Ah, Saddiq Bey, je signe tous les jours. Hmm. J'adore ce joueur. Il a eu une grave blessure. Il a galéré pour revenir. Il s'est fait balader, je crois, à Atlanta. Je ne sais même pas s'il fait pas une pige par Washington. Enfin, il est échangé à un moment donné un petit peu à tour de Ouais, il rôle. bouge partout. Ouais. Donc moi, Saddiq Bey, j'adore parce que c'était un fort joueur à Détroit. Maintenant, je suis en train de regarder, je suis en train de chercher justement Il était Son bien contrat, Wizard avant. son contrat. Ouais, il est passé par les Wizards. Ouais. Il s'est perdu, lui. Là. Bah, et en fait, il était blessé. Il a été souvent échangé blessé. Donc c'était compliqué. Après, Gay, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Ce joueur intéressant, je l'ai vu jouer 2-3 fois, mais joueur intéressant. Mais non, Saddiq Bey, il est à. moi, Excuse-moi Thierry, je te coupe, mais Saddiq Bey, il est à 6 millions la saison jusqu'en 2026-2027 et après il est unrestricted free agent. 6 400 000 la ça saison. serait pas mal. Moi, j'aimerais bien. Moi, je prends tous les jours. Après, Atlanta est en train de bouger, de faire de la place. Est-ce qu'il serait intéressé par un Nick Richards tu vois, tu parlais de gars, est-ce qu'il serait intéressé par un Nick Richards pour venir derrière leur pivot peut-être, je sais pas. Euh, on est vendeur sans être vendeur en fait. Oui, Dans le sens où si on n'arrive pas à trader Richards, c'est pas grave non plus. non. On n'a pas le couteau derrière. Donc je pense qu'on est aussi en position de force là-dessus. Maintenant, on verra, les gars. Je pense Je sais pas. que, ouais, on verra. Après, il y a d'autres équipes qui commencent à ouvrir un peu les portes. Hein. Je pense aux Mavs, entre autres, qui sont des équipes qui commencent à dire bon, bah, si vous vous intéressez à des joueurs, les gars, là, c'est la braderie. Donc, à voir vraiment. Est-ce qu'il va y avoir un move pour les Suns? Je pense qu'il y aura un petit move. Tiens, là, vu qu'on ne fera pas une vidéo, ça va être la dernière question de notre petite Sunrise aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y aura un move du côté des Suns avant la deadline? Toi, Corentin, oui ou non? S'il y a un move, c'est qu'on sera une troisième équipe pour faciliter un trade et qu'on va gratter, bricoler, mais il y aura sinon pas de move. Non, pas de move. Toi, Thierry? Et move, Richard sera plus là. On le fait plus jouer du tout. Il sera plus là. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y aura un move. Je pense que ce sera Nick Richards. Je pense qu'il a toujours la cote pour être au moins un minimum un pivot backup. Je pense que c'est un joueur qui est un peu apprécié. Donc, je pense qu'il y aura au moins un move. À voir si on récupère un joueur ou des seconds tours en échange. Mais il y aura au moins un départ du côté des Suns. Ça, j'en suis persuadé. Et dans On verra. l'idéal, il en faut 2. Il faut bouger 2 joueurs pour pouvoir Ça signer sera éventuellement notre ami Bouillet Bouillet, en playoff. qui se rapproche tout doucement de. Ouais, ça pourrait être Nigel son- Davis. Hein. Il fait partie des rumeurs. Il pourrait y avoir peut-être Isaiah Livers aussi, hein, qui pourrait être accolé à quelque chose. Je le vois Pour moins partir. bouger. Lui. Moi C'est un aussi, on tout. n'entend pas. Ah, c'est un two-way, Livers? Je Ah, crois, je ouais, pensais que c'était un c'est un contrat. tout. Ah, peut-être. Je pensais qu'il avait un spot. Je vais être honnête, pour moi, il avait un spot. Vite fait, on vous dit ça rapidement. Mais je pense que ça va. S'il y aura un petit move, je pense que les Suns peuvent être la petite équipe surprise qui chope un petit joueur, juste un petit joueur, et qu'on se dit à la fin de la deadline, qu'on dit ah ouais, pas mal. Pas mal les Suns, comme viennent de le faire les Cavs, qui viennent de faire une petite masterclass quand même en envoyant DeAndre Hunter qui était complètement dans les choux pour récupérer Dennis Schroeder, donc un meneur backup impeccable, et Keon Ellis qui est un très bon combo défensif. Donc voilà, il y a des moves à faire. Je pense que les Suns peuvent être une équipe maligne cette année. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc vas-y, tu as la réponse peut-être, Thierry? Non, Moi, je l'ai, c'est en effet un two-way contract. Ok. 600 Bon, 000 bah dollars alors, la saison.
Ok, bah il va rester alors, Isaiah Livers. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Sur le peu qui joue, voilà, Oh bah ouais, c'est un joueur précieux. très bon joueur en défense, il met ses 3, il est pas maladroit, donc non, très sympa. Donc oui, on vous fera un petit débrief de la deadline cette semaine, s'il y a quoi que ce soit, on essaiera d'en parler avec vous sur les réseaux. Évidemment, dites-nous, vous, si vous avez un joueur que les Suns devraient cibler à cette deadline, s'il y a un move qui va se faire, si Nick Richards va partir ou un autre joueur. En tout cas, voilà, dites-nous toutes vos petites questions. Et je pense qu'on a fait un bon gros tour de cette semaine. Évidemment, excusez-nous pour le petit retard, les gars. Malheureusement, voilà, ça a été compliqué pour nous. C'est la première fois qu'on n'a pas pu tourner un dimanche. Donc merci d'être toujours là de plus en plus. Les gars, on vous donne de la force parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et il faut le répéter, continuez des petits pouces bleus si vous kiffez, à partager ce qu'on fait, à venir nous rejoindre, à vous abonner. Et je pense que le dernier mot de la fin, je vous le laisse. Peut-être un dernier mot, Corentin, Thierry, un petit quelque chose. Sinon, on se dit bye bye. Ouais, moi, c'est bon. Alors, je vous rassure, si Nick Richards est tradé pour 2 seconds tours, on fera pas une vidéo. Voilà. Même pas un short. Non. Non, mais par contre, en tant que fan de NBA, hâte d'être dans cette soirée parce que je pense que si Giannis s'est bougé, ça pourrait être un énorme. C'est la première pièce d'une longue série de dominos qui va tomber. Ouais, hâte de voir ça, les gars, et on se retrouvera sur les réseaux pour en discuter tous ensemble. Et puis maintenant, on va se retrouver donc dimanche prochain. On vous souhaite tous une bonne semaine. Corentin, Thierry, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Allez, à plus, la team. Bisous, ciao, ciao. Ciao.